Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on s'intéresse à Louis XVI. Alors, c'est une figure qu'on réduit souvent à son image finale, hein, sur l'échafaud. Oui, tout à fait. L'image de la guillotine écrase un peu tout le reste. Exactement, mais qui était-il vraiment avant la Révolution? On va essayer d'explorer ça en se basant sur des sources comme sa page Wikipédia. C'est ça, l'idée c'est de voir un peu les différentes facettes, comment ce prince, qui a reçu une éducation influencée par les Lumières, Oui. a navigué, ou plutôt comment il a été emporté par cette période si tumultueuse de l'histoire de France. Alors justement, sa jeunesse, il n'était pas l'héritier au départ, hein. Non, non, c'est la mort de son père, le dauphin Louis, qui le propulse sur le devant de la scène. Et il reçoit une éducation vraiment très complète. Ah oui, impressionnante pour l'époque, hein. Langue, latin, allemand, italien, anglais. L'anglais même. Oui, oui. Et puis les sciences, l'histoire, le droit public. On dit qu'il était assez influencé par Montesquieu. Ah oui, Il aspirait peut-être à une monarchie un peu différente, moins droit divin, c'est ce que certains historiens suggèrent, oui. une vision plus moderne, un peu détachée de cette idée que le roi tenait son pouvoir uniquement de Dieu, presque un prince éclairé, quoi. Et il arrive sur le trône très jeune. En 1774, il a 19 ans. C'est ça, 19 ans. Et il hérite d'un royaume qui est déjà, comment dire, financièrement à genoux. La crise est déjà là, Absolument. Et ses ministres Turgot, puis Necker, Calonne, ils tentent des réformes, notamment un impôt plus égalitaire qui toucherait tout le monde. y compris les nobles et le clergé. Voilà. Et c'est là que ça coince, systématiquement. Blocage total des ordres privilégiés, la noblesse, le clergé, et surtout ces fameux parlements, les cours de justice. Pourtant, il fait des choses assez progressistes, non? L'abolition de la torture, par exemple. Oui, tout à fait. Abolition de la torture préparatoire aux aveux, fin du servage sur le domaine royal, ce sont des avancées réelles pour le droit des personnes, bien avant 89. C'est intéressant ce contraste. Et puis, il y a cette décision majeure, soutenir les indépendantistes américains. Ah, la guerre d'Américains. Grosse victoire militaire contre l'anglais. Mais alors, pour les finances, C'est le coup de grâce. Ça achève de vider les caisses de l'État. C'est une décision audacieuse, c'est vrai. pourquoi il fait ça d'ailleurs? Simple calcul géopolitique anti-anglais? Ou il y avait une sympathie pour leurs idées? C'est difficile à dire. Probablement un mélange des deux. Ça montre en tout cas cette dualité, capable de décisions fortes à l'international. Mais plus hésitant à l'intérieur. Voilà, plus prudent, peut-être paralysé par les blocages internes. Et d'ailleurs, une de ses premières décisions, en 1774, c'est de rappeler les parlements que Louis XV avait mis au pas. C'était populaire, ça, non? Très populaire sur le coup, mais ça va considérablement affaiblir son autorité, et ça va entraver toutes les réformes financières futures. Terrible dilemme. Et tout ça, ces blocages, cette crise qui s'aggrave, ça mène où? Aux États généraux de 1789. Exactement. La convocation des États généraux pour essayer de trouver de l'argent, c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Le tiers-État prend le pouvoir, se proclame Assemblée nationale. Et Louis XVI doit quitter Versailles. Le voilà à Paris, semblant accepter un rôle de roi. Constitutionnel, Il hein. semble jouer le jeu au début. Mais il y a la fuite à Varennes. Juin 1791. À Varennes. Le tournant. C'est la rupture, clairement. Le lien symbolique, la confiance entre le roi et une grande partie de la nation est brisé. Même s'il prête serment à la Constitution après. Le mal est fait. Le mal est fait. La méfiance est là. On commence à le surnommer Monsieur Veto, parce qu'il refuse certaines lois votées par l'Assemblée. Et ensuite, la guerre. Avril 1792. Contre l'Autriche, la Prusse, son rôle là-dedans est ambigu. Très ambigu. Est-ce qu'il espère une victoire française pour redorer son blason, ou au contraire une défaite rapide pour être restauré par les puissances étrangères? Le fameux double jeu. C'est le soupçon qui pèse lourdement. Et les premières défaites militaires françaises, ajoutées au manifeste de Brunswick. Cette menace des Prussiens contre Paris. Oui, cette menace incroyablement maladroite qui dit, en gros, si on touche au roi, on rase Paris. Ça a l'effet inverse, ça galvanise les révolutionnaires. Et ça conduit à la journée du 10 août 1792. Prise des Tuileries, le roi est suspendu de ses fonctions. Et le 21 septembre, la Convention nationale abolit la royauté. C'est la fin de l'Ancien Régime. Il est emprisonné au Temple avec sa famille. Et puis vient le procès. Le procès s'ouvre en décembre 1792. Il n'est plus Sa Majesté, mais le citoyen Capet. Capet, comme Hugues Capet, pour le ramener à ses origines lointaines, le déchoir de son statut royal. Exactement. L'accusation principale, c'est la trahison.
collusion avec l'ennemi. On s'appuie notamment sur des papiers trouvés dans l'armoire de fer, aux Tuileries. Sa correspondance secrète? Voilà. Alors il y a des débats sur la légalité même du procès, sur les preuves, mais la Convention le déclare coupable, Et le verdict tombe, la mort. la mort. Il est guillotiné le 21 janvier 1793, sur ce qui est aujourd'hui la place de la Concorde. Ses derniers mots, rapportés par son bourreau, Samson, Peuple, je meurs innocent. Je pardonne aux auteurs de ma mort. Je prie Dieu que mon sang ne retombe pas sur la France. Enfin, la version la plus connue, c'est « Je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français une fin tragique pour un règne complexe, quand on pense qu'il était décrit comme intelligent, curieux, féru de sciences, de géographie. ». Oui, parlant anglais couramment, passionné d'horlogerie, de serrurerie et de chasse. Ah oui, le fameux « rien » dans son carnet, le 14 juillet 1789. Qui signifiait juste rien à la chasse ce jour-là, pas rien ne s'est passé politiquement. C'est une anecdote souvent mal interprétée. Un roi avec des aspects étonnamment modernes, finalement, mais dépassé par les événements. C'est toute la question en fait. Comment un monarque plutôt éclairé au départ, populaire même, porteur de certaines réformes, Oui. a-t-il pu finir comme ça? Comme le symbole même de cet ancien régime à abattre. Était-ce sa faute, ses indécisions, ou l'intransigeance des privilégiés, ou juste la force de la révolution elle-même? Difficile de trancher. Probablement un peu de tout ça. L'intransigeance des élites a joué un rôle énorme en bloquant les réformes à temps. Ses propres hésitations aussi, sans doute. Et puis, oui, la dynamique révolutionnaire qui, une fois lancée, Devient peut-être inarrêtable. Ça laisse songeur, quand même, sur la marge de manœuvre d'un individu face au grand courant de l'histoire. absolument. Une question qui résonne bien au-delà de Louis XVI. Voilà de quoi continuer à réfléchir. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette exploration. Merci.